Bonjour à tous. Grâce à Do Durdingue, un Americana qui a été un énorme succès, Clint Eastwood a renfloué les caisses de Malpaso Company. Et c'est avec la Paramount, pas avec la Warner, on verra pourquoi, qu'il se lance dans une nouvelle grosse production qui va clore cette décennie des années 1970. Je suis avec François Ray, un ami cinéphile, fan de Clint comme moi, qui va nous présenter L'Évadé d'Alcatraz. François, donc tu n'as pas pu voir L'Évadé d'Alcatraz à sa sortie, tu te souviens quand et comment tu l'as découvert ? Oui, je l'ai découvert, L'Évadé d'Alcatraz, fin des années 80, début 90 à la télé, probablement sur France 2, France 3, à une époque où je cherchais un peu à voir ce que Clint Eastwood avait fait, alors les Inspecteurs Harry, les westerns de Sergio Leone qui eux passaient plus sur M6. J'ai tout de suite été séduit par le film, autant le dire. Voici l'essentiel sur L'Évadé d'Alcatraz. L'Évadé d'Alcatraz de Don Siegel, 1979. Clint Eastwood est Frank Morris, un personnage qui a réellement existé. Après plusieurs tentatives d'évasion, il a été incarcéré dans la prison de haute sécurité située sur l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco. Il s'en est évadé dans la nuit du 11 juin 1962 en compagnie des deux frères Anglin. C'est cette évasion parfaitement authentique que va raconter le film. Notons d'abord une petite différence de sens entre le titre original et le titre français. Le singulier du titre original, Escape from Alcatraz, l'évasion d'Alcatraz, laisse supposer qu'ils peuvent avoir été plusieurs, comme ça a bien été le cas. Le singulier du titre français, L'Évadé d'Alcatraz, en revanche, focalise le spectateur uniquement sur le rôle de Clint Eastwood, et laisse entendre que le détenu était seul. C'est un détail à noter, car une des qualités du film est d'avoir mêlé la légende Clint Eastwood avec les autres acteurs. C'est bien un groupe de prisonniers qui vont minutieusement préparer cette incroyable évasion. Il faut rappeler que personne ne s'était évadé de cette prison, principalement à cause des 2 km d'eau glacée qui la séparent des terres. Sur l'évasion en elle-même, on n'en dira pas plus pour ne rien dévoiler des détails. Une fois le film vu, je vous renvoie aux 2 documentaires disponibles sur YouTube de 45 minutes. Ils permettent de se rendre compte à quel point le film est fidèle à la réalité. L'Évadé d'Alcatraz a été écrit par Richard Tuggle, qui réalisera La Corde raide 5 ans plus tard. Il se base sur un livre de John Campbell Bruce qui fait le récit minutieux de l'évasion, à tel point que le livre sera enrichi des nouvelles informations sur l'événement au fur et à mesure qu'il sera réédité. Il est réalisé par Don Siegel, c'est le dernier film qu'il tournera avec Clint Eastwood. La collaboration entre les deux est difficile au moment de la pré-production. Contre l'avis d'Eastwood, Siegel ne veut pas de la Warner Bros, envers qui il garde du ressentiment pour ne pas avoir fait correctement son travail de distributeur pour l'inspecteur Harry. C'est avec la Paramount que Siegel signera. Tiraillements qui disparaîtront progressivement au fur et à mesure du tournage. C'est pourtant Don Siegel qui contacte Clint Eastwood pour lui proposer un personnage en miroir inversé de l'inspecteur Harry. Malgré les désaccords, il ne voit personne d'autre dans le rôle. C'est donc comme détenu qu'il revient sur l'île d'Alcatraz, après y avoir traqué des terroristes en tant que policier dans L'inspecteur ne renonce jamais, le 3e volet de la franchise Inspecteur Harry. Et pour la première fois de sa carrière, pour des raisons de mimétisme avec le personnage réel, Clint Eastwood apparaîtra à l'écran légèrement vieillissant. Don Siegel avait déjà commis un film de prison en 1954. Les Révoltés de la cellule 11 avec Neville Brand et Emile Meyer. Le film raconte les actions entreprises par des détenus et les révoltes qui en suivront pour obtenir de meilleures conditions d'incarcération. Le directeur de la prison est campé par le glacial Patrick McGowan. Ironiquement, il reste célèbre pour avoir été lui aussi un détenu dans la série culte Le Prisonnier. Mais il nous avait préparé à cette autorité inflexible en étant un génial directeur d'école militaire en 1974 dans un des meilleurs épisodes de Columbo, entre le crépuscule et l'aube. Son personnage fut si saisissant que Jack Nicholson s'en inspira pour interpréter le colonel Nathan Jessup dans Des Hommes d'honneur de Rob Reiner en 1992. Parmi les prisonniers, on croisera de très grands seconds rôles du cinéma américain. Robert Blossom dans le rôle du détenu peintre, Fred Ward et Jacques Thibault dans le rôle des frères Anglin, Paul Benjamin dans le rôle du détenu bibliothécaire et Larry Hankin, plus connu pour avoir été Mr. Eccles, le voisin du dessus de Monica dans Friends. Enfin, regardez bien là, derrière les barreaux, vous reconnaîtrez le jeune Danny Glover dans sa toute première apparition à l'écran. L'Évadé d'Alcatraz se positionne comme l'un des plus grands films de prison et d'évasion, avec Les Évadés de Frank Darabont, Papillon de Franklin J. Schaffner, Midnight Express d'Alan Parker, et pour nous, La Grande Illusion de Jean Renoir et Le Trou de Jacques Becker. Pardon si j'en oublie. Du côté de la télévision, impossible de ne pas constater l'influence du film de Don Siegel sur la première saison de la série Prison Break lorsque les deux frères préparent minutieusement leur évasion. Surtout avec le personnage de Michael Scofield, joué par Wentworth Miller, prisonnier à l'intelligence supérieure, comme le Frank Morris de Clint Eastwood. Plusieurs éléments permettent de hisser L'Évadé d'Alcatraz comme un des plus grands films d'évasion.
L'élément principal est la mise en scène de Don Siegel. Elle trouve le bon équilibre entre la fiction et la réalité de la prison au quotidien. Du côté fiction, la présence de Clint Eastwood à l'écran est toujours presque hypnotique et Don Siegel n'hésite pas à ponctuer le film d'une violence dramaturgique toujours justifiée, comme cette séquence de règlement de compte dans les douches. La fiction s'accorde donc parfaitement avec le point de vue documentaire. La vraie bonne idée consista à tourner dans les décors authentiques de la prison d'Alcatraz. La caméra se cale dans tous les coins possibles pour enregistrer le déplacement des acteurs dans l'espace carcéral original. Seuls quelques plans dans les cellules seront tournés en studio pour des questions de commodité. 4 ans plus tôt, c'est le parti pris esthétique qu'utilisa Milos Forman pour Vol au-dessus d'un nid de coucou avec le tournage de son film dans un véritable asile psychiatrique. De ce parti pris découle directement la deuxième belle idée du film. Celle-ci concerne la dramaturgie. Le trio Tuggle, Siegel, Eastwood décide de ne s'intéresser qu'à la vie quotidienne de la prison et bien entendu l'élaboration minutieuse de l'évasion. Ainsi, ils écartent volontairement tout jugement moral sur les prisonniers afin de ne pas détourner l'attention du spectateur. On aura beau attendre, on ne saura jamais quel crime ils ont commis. Sans s'en rendre compte, le spectateur est en empathie avec les détenus dont la logique naturelle est de s'échapper. Avec cette ironie de nous présenter le directeur de prison qui incarne la légalité comme le personnage le plus antipathique du film. Une volonté humaniste de raconter cette histoire qui permit à l'évadé d'Alcatraz de recevoir un accueil globalement favorable. Quant à la vie quotidienne dans la prison, Siegel écarte volontairement le maximum de clichés possibles. On attendra vainement les sévices en tout genre ou les séquences mélodramatiques du parloir. Le cinéphile Don Siegel, en revanche, rendra hommage dans cette image de peinture au très beau film Le prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer de 1962, où Burt Lancaster incarnait un détenu qui élève des oiseaux. Le titre original étant d'ailleurs Birdman of Alcatraz, l'homme-oiseau d'Alcatraz. Le dernier élément est l'utilisation de la prison elle-même. Comme Manderley dans Rebecca ou l'Overlook dans Shining, elle est un personnage à part entière du film. Le parti pris radical de Siegel est d'avoir tourné le film dans la véritable prison fermée depuis plusieurs années, mais déjà ouverte aux touristes avec plus d'1 million de visiteurs annuels. Il fallut apporter sur l'île tout le matériel de tournage, la remettre à niveau pour la somme de 500 000 $ et attendre la fin de l'après-midi pour tourner après que le flot des bateaux ait emporté les derniers visiteurs. Bien plus que ces éléments techniques, l'utilisation de la vraie prison participe à toute la froideur et l'âpreté du film. Sa conception dans les années 30 était de placer délibérément les fenêtres des cellules en vis-à-vis direct avec la skyline de San Francisco pour accentuer l'effet de privation de liberté. Pour ce parti pris esthétique, le travail de photographie de Bruce Sturges est essentiel. Il n'avait pas retravaillé avec Clint Eastwood depuis Josie Wells hors la loi en 1976. Il efface les couleurs chaudes pour accentuer l'aspect froidement objectif et comme l'a dit lui-même Don Siegel, il réalise un film en noir et blanc mais photographié en couleur. Il faut avoir eu la chance de visiter le rocher pour en ressentir physiquement cette austérité que Bruce Sturges a si bien mis en avant par son travail d'éclairage et de cadrage. Les premiers jours de repérage, Clint Eastwood lui-même inspectera les moindres recoins des cellules pour en tirer tout le potentiel humide et dramatique. Par l'addition de tous ces éléments, Don Siegel livre alors un de ses plus grands films. Un film de genre certes, mais bien plus que cela. Une réflexion complexe sur la déshumanisation autant que sur le besoin naturel de liberté. Le film remporte un très gros succès public, alors que la concurrence commerciale était rude avec la sortie parallèle de Superman le film de Richard Donner. Avec le recul du temps, c'est aussi un chef-d'œuvre de plus au palmarès de Clint Eastwood. Et ça ne fait que commencer. Bon film.